Tu sais, c'est quoi qui m'a détendu parce que donc j'ai Bruce Willis et j'ai Rambo, donc qui est Sylvester Stallone qui se recoue tout seul. Quand t'as ces deux-là et que en même temps t'as la tour Montparnasse infernale, tu choisis quel genre de mec t'as envie d'être. Tu dis ok, j'ai pas envie d'être cet agent secret, j'ai envie d'être cet agent secret là. Incroyable. J'ai envie d'être un gogol qui passe, qui est heureux mais qui est un mongol, qui s'en sort par des par des pirouettes. J'ai envie de, tu sais, quitte à choisir, j'ai envie d'être Jack Sparrow. Au final, t'as d'autres, on te propose d'autres exemples aussi, tu vois. Donc au final, Hollywood, ils te construisent une virilité qu'ils déconstruisent eux-mêmes parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de se déconstruire et de se construire autrement. Et au final, moi, je préfère être Jack Sparrow. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Donc t'as jamais écouté Histoire de mec alors tu viens comme ça. Bah, YOLO. Il y a une première fois à tout, wesh. Mon premier épisode, c'est que je vais écouter, c'est celui que je vais enregistrer en même temps. Ça se peut pendant l'épisode, je veux dire, c'est bien ton truc. J'espère en tout cas. Merwan, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Merwan Belazar. Ouais. Écoute, tu es blaguiste, c'est ça? C'est ça. Hein. Tu dis que t'es humoriste dans la vie? Principalement. En grosso modo, hein, je fais d'autres trucs, mais je suis payé que pour être humoriste, que pour les blagues en tout cas. Merci beaucoup de venir là. Et en fait, effectivement, je voulais te faire venir dans l'Histoire de mec parce que tu parles beaucoup de masculinité, je trouve. Dans ton spectacle, tu parles de plein d'autres choses, mais tu parles beaucoup de masculinité. Ouais. Tu parles de ton rapport à ton corps, tu parles de ton rapport à ton visage, tu parles tu parles aussi de ton rapport à l'amour. Ouais, bien sûr. Tu parles de ton couple, etc. Ouais. Et tout ça, c'est des sujets, en fait, dont j'aime bien faire parler les mecs d'une manière générale. Et en fait, la première question de ce podcast, mais tu le sais pas, mais voilà, c'est quoi pour toi être un mec? Ah, c'est intéressant comme question. Bah, pour moi, être un mec, qu'est-ce que c'est être un mec? Bah, ça dépend toi, ce que tu veux. Ça dépend qui tu veux être toi comme mec. Ouais. Je pense que c'est ça le principal. Moi, si t'es content avec le mec que t'as envie d'être et que t'as envie d'être ce mec-là et que t'arrives à y être, c'est ça qui est important. Il y a évidemment, on a tous des idées de ce à quoi on devrait ou ce à quoi on a des idées préconçues, quoi. Ouais. Mais l'idée, est-ce que si t'es confortable dans des idées préconçues, moi je te juge pas. Ouais. Et si t'es confortable dans cette masculinité-là que certains pourrait juger comme, je dirais macho ou n'importe quoi. Si toi t'es confortable là-dedans et que ça te va là-dedans et que t'es épanoui là-dedans, bravo. Si t'as eu besoin de déconstruire un petit peu ça et de te construire dans autre chose, et bravo aussi. Chacun, il y a pas être un mec. Il y a tellement de mecs. Ouais, bien sûr. Faut que chacun arrive à être le mec. Mais t'en parles dans ton spectacle. Tu dis, moi, la virilité qu'on m'a vendue quand j'étais gamin, c'est Bruce Willis. Bah, frère, c'est ça, c'est Rambo. Rambo, il se recoue tout seul, hein. Ouais, voilà. C'est clair. Rambo, il se recoue tout seul. Et en même temps, on lui tire dessus. T'as quel âge? J'ai 28. T'as mis tellement longtemps. Ça change tout le temps. Alors, à peu près tous les 365 jours. Ça, ouais. Et à chaque fois, il faut se réhabituer à redire un nouveau chiffre. Hein. C'est pas pratique. Et on est d'accord que... Alors, moi, j'ai 45 ans. Et
Alors moi, pour le coup, tu vois, moi, Stallone, ils étaient là, quoi, tu vois. Stallone, Schwarzenegger et tout, c'était... Ouais. Toi, plus Bruce Willis, peut-être Moi, mes héros Jason de Statham. moi, mes héros de quand j'étais petit, c'était Anakin et Obi-Wan Kenobi. Ah ouais. Simple. Bah ouais, moi, quand j'étais petit, c'était Star Star Wars. Wars. Moi, c'est la menace fantôme. Ouais. Et Ewan McGregor, alors, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Ok. Donc, Et Hayden Christensen. c'est ça. Donc moi, ma vision, ma première relation, ma première vision de l'amour, c'est que faut faire attention, si tu tombes amoureux d'une meuf, tu vas devenir un site. Hein. C'est ça, moi, qu'on m'apprend quand je suis petit. Hein. La vache. Et qu'il faut pas trop sauver Anakin parce qu'après, sinon, il essaie de te tuer sur Mustafar. C'est ça qu'on m'apprend. Putain, le mec connaît les... Ah, moi, je suis un geek un peu, ouais, de ça, ouais. T'es un gros nerd, alors de Ah ouais, Star Wars et tout. Moi, Star Wars. Moi, mon film préféré, c'est simple. Mon film préféré de tous les films, c'est Star Wars épisode 3. Donc, le retour du Jedi. Non. Ah non, pardon, ça c'est le 6. C'est le 6 du coup. Ok. Moi c'est le 3 de la prélogie. Donc je le crois qu'on appelle fameux, ça. attention spoiler dans 3, 2, 1, le fameux où il bute, Il y a le Darth Anakin, Vader, à la Darth fin, Vader Anakin finit. contre Obi-Wan et après bah, pour les gens qui ont vu les anciens films avant, ils ont dû kiffer voir Anakin se faire mettre poser l'armure de Darth Ouais. Vader à la fin. grave. Toi, tu l'as vu dans le bon ordre, entre guillemets 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou... Bah non, moi j'avais même pas qu'il y avait une histoire avec Luke Skywalker, tout ça, genre à la fin je comprends pas ça. Moi, Quoi je suis petit, bah j'étais petit. Donc, tu veux dire que t'as Je fait suis né en 1, 2... 94. Oh là là, pipou. Donc mon premier Star Wars, c'était la menace fantôme. Ok. Et je dis pourquoi leurs épées brillent quoi. Waouh. Incroyable. Ah ouais, après j'ai vu la revanche des Sith mais plus vieux au collège ou un truc comme ça. Ok. J'ai dit, incroyable, c'est trop nul Harry Potter, arrêtez. Oui. C'est vrai que pour le coup, il y a vraiment deux équipes, quoi. Ouais. Et Harry ouais. Potter ou Star Wars, quoi. Bah moi j'aimais bien Harry Potter mais après quand j'ai la revanche des Sith vraiment ça m'a mis une claque quoi. Ouais. Ça commence enfin le film comment il est fait, il commence avec de l'action, il finit avec de l'action et au milieu, c'est que du drama politique, l'histoire de Anakin avec Padmé, enfin c'est Ouais. ça fait kiffer. Horrible, hein, l'histoire entre Anakin et Padmé. Bah c'est ça qu'on m'apprend quand je suis petit, hein, c'est que Anakin s'il est devenu méchant, c'est un peu parce qu'il avait trop de sentiments quoi. Bah oui. On leur apprend ça aux Jedi, on leur apprend à éteindre les sentiments. Pourquoi? Bah, Tu te parce que... rappelles du discours ou pas? Alors, à mon avis, c'est plutôt, en fait, si t'as quelqu'un que t'aimes, forcément, tu peux pas être totalement objectif. Tu peux pas sacrifier. Maître Yoda, il lui dit un truc trop bien construit. Quand je lui dis quoi, je fous. Il lui dit, je ressens de la peur en toi. Il dit ça à Anakin. Et Anakin, il dit non, c'est de l'amour. Il dit oui, mais l'amour mène à la peur. Et il lui dit la peur mène à la haine. Et la haine te mènera au côté obscur de la force. Waouh. Donc moi, quand je suis petit, c'est ça qu'on m'apprend. L'amour mène à la peur mène à la haine, et forcément, la haine mène au côté obscur. Waouh. Ouais, C'est vrai, j'avais oublié. ouais, c'est ça. Il lui dit, c'est petit Maître Yoda. T'as réussi à En te débarrasser. tailleur, évidemment. Bien sûr. T'as réussi à te débarrasser de la peur, alors? Parce Oui. qu'aujourd'hui, t'es amoureux. Ouais, bien sûr. T'en Ouais, parles je suis dans- amoureux. t'en parles dans ton Je suis spectacle. marié et tout. Hmm. Mais j'ai pas de. En fait, tu sais, moi, je me soucie pour pas grand chose aussi. C'est ça qui fait Ok. aussi que. Tu sais, c'est pour ça, c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas peur. C'est que demain, c'est demain. Et de toute façon, tu sais, moi, je suis très proche. J'ai un ami qui est imam et tout. Je suis très proche de lui et tout. Et une phrase qu'il dit souvent. Quand les gens, tu sais, souvent les gens ils ont du souci, les gens ils viennent le voir dans son bureau, ils discutent avec lui et tout. Et la conclusion de la discussion, c'est, tu sais, on va tous mourir à la fin. Et en vrai, quand tu sais que là, on est juste sur une barque, quoi, limite, où on est acteur quand même, hein. On subit pas et on n'est pas sur un fleuve à rien faire, à juste être spectateur. Mais on part d'un point A, on ira au point B, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, moi, je suis bien avec ça. Ça détend un peu le slip, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la croyance aussi qui fait que t'arrives à déconstruire la masculinité qu'on t'a vendue, parce qu'au final, comme tu sais que t'arriveras quand tu crois au destin, dans l'islam on croit au destin, moi je suis musulman, tu sais que tu vas arriver au point B quoi qu'il arrive. Et que, du coup, toi tu décides pas du point B, tu décides juste de comment. Et c'est là que, moi je trouve ça très motivant et très challengeant au quotidien. Tu sais que tu vas arriver au point B et tu te dis, purée, j'espère qu'au point B je pourrais me regarder dans une glace, j'espère qu'au point B je serai devenu justement le mec que j'avais envie d'être. Et alors, comment t'as vécu, toi, en tant que petit mec, comme tu dis, avec moi, c'est pas la virilité qu'on m'a vendue avec Bruce Willis, etc. Ah, mais Comment t'as fait ça pour te construire avec tout ça? Bah bien sûr que quand t'es petit et que tu vois Bruce Willis dans, c'est quand il s'appelle le film où il est dans il est Die Hard, incroyable. Bah oui, Piège de dans Die cristal. Hard, quand Ouais. tu le vois dans Die Hard, quand tu vois et qu'en fait en vrai,
sais, c'est quoi qui m'a détendu quand parce que donc j'ai Bruce Willis et j'ai Rambo, donc qui est Sylvester Stallone qui se recoue tout seul, sous les balles et tout. T'as Schwarzenegger dans Commando aussi. Tu sais, il y a Alyssa Milano, c'est sa fille. Ouais. Il la porte sur son épaule. La chance. Il la porte sur son épaule. Quand j'étais gamin, moi j'ai vu ça. Il la porte vraiment sur son épaule, c'est-à-dire que mais quand t'es petit, tu regardes ça et tu te dis, ah, mais faut faire ça. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. T'es petit, tu regardes ça et tu te dis, ah, mais faut faire ça. Moi, j'ai 2 filles, hein. J'ai pas à les porter sur mes épaules, hein. Sur les genoux, t'arrives. Sur les genoux, t'arrives. Sur les genoux, c'est déjà pas mal, wesh. Non, et ben, tu sais quoi? Et ben, quand t'as ces deux-là, et que, en même temps, t'as la tour Montparnasse infernale, tu choisis quel genre de mec t'as envie d'être. Tu dis, ok, j'ai pas envie d'être cet agent secret, j'ai envie d'être cet agent secret là. J'ai envie d'être un gogol qui passe, qui est heureux, mais qui est un mongol, qui s'en sort par des par des pirouettes. J'ai envie de, tu sais, quitte à choisir, j'ai envie d'être Jack Sparrow. Au final, t'as d'autres, on te propose d'autres exemples aussi, tu vois. Donc, au final, Hollywood, ils te construisent une virilité qui déconstruisent eux-mêmes parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin de se déconstruire et de se construire autrement. Et au final, moi, je préférais Jack Sparrow. T'as dit que la tour Montparnasse infernale, c'était Hollywood. Là, franchement. Non, pardon. Je parlais de Jack Sparrow pour le coup. C'est mieux qu'Hollywood. C'est au-dessus d'Hollywood, la tour Montparnasse infernale. La tour Montparnasse infernale, bien sûr. Classique. Mais ça t'a marqué, la tour Montparnasse infernale? Ouais, parce que moi, j'avais pas envie d'être Sylvester Stallone. J'avais pas envie d'être Bruce Willis. Mais purée, ouais, j'avais grave envie. T'avais pas envie? Ou alors tu te disais, c'est quand même beaucoup de travail pour devenir Sylvester Stallone et Bruce Willis? Non, je te jure, je me suis dit, ça, c'est pas moi. Ok. Et j'étais petit et tout. Mais moi, j'étais petit et, tu sais, nous aussi, dans l'enfance qu'on a eu, nous, on regardait Pokémon. Sacha, dans Pokémon, il s'est jamais battu. Il a toujours envoyé des animaux à sa place. C'est vrai, putain. Sacha, c'est jamais lui qui se bat, hein, c'est Pikachu et tout, tu vois. Ouais, mais il y a une forme aussi, c'est un peu de l'esclavagisme, quoi, tu vois, c'est de l'exploitation. C'est ultra grave. Ils capturent des animaux et ils les font se battre entre eux. C'est très très grave. Bref, mais on a l'occasion d'en reparler, hein. Mais les dresseurs Pokémon, entre guillemets. Mais bref. On pourrait faire limite un épisode de podcast juste sur pourquoi c'est grave. Pourquoi Pokémon c'est problématique. Avec toi, moi, Hugo Clément. Non, il défend les animaux et tout, non? Très bonne vanne. Bah ouais, c'est trop grave. Mais donc ouais, tu t'es dit, ok, c'est pas moi, et en fait, j'ai même envie de te dire, tu vois, heureusement qu'il y a Eric et Ramsey à ce moment-là. Ouais, bah ouais. Mais moi, tu sais, j'étais comme je dis, j'étais un geek un peu de ça. Moi, je kiffais le Seigneur des Anneaux et tout. Et je jouais à la Game Boy, quoi. En plus, nous, on avait le droit de jouer à la Game Boy que en vacances. Donc, je passais mes vacances à jouer à la Game Boy, du coup, puisque c'est le moment où on avait le droit d'y jouer. Parce que sinon, c'était sucré, tu pouvais pas y jouer. Interdit. Ouais. Interdit pendant, pas les vacances, quoi. Ok. Ah ouais, chiant. Et, pour qu'on fasse des études, tout ça pour ça. Et au final, ouais, tu te construis avec d'autres trucs. Moi, du coup, il y a eu Game One après qui est arrivé dans ma vie, donc je voyais qu'il y avait des gens, il y avait des geeks à la télé, quoi. Donc je voyais des geeks à la télé pour la première fois. Il y avait Mouloud sur MTV aussi, mais Mouloud, je sentais déjà que c'était un geek, mais je me dis là, il fait semblant d'être un peu dangereux, quoi, pour MTV. Mais il était pas vraiment lui à l'époque. Et là, je vois des geeks à la télé sur Game One et je capte et je me dis, c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire semblant de me recoudre, je veux pas faire semblant de trucs, je veux juste rigoler. Parce que c'est ça qu'ils faisaient sur Game One, hein. C'était des mecs qui étaient payés littéralement pour jouer à la PlayStation. Ouais. Level 1, c'est une émission de fou, hein. Ils étaient payés pour jouer à la PlayStation, je sais pas si on se rend compte. Bah oui. Ils recevaient les jeux en avance, ils jouaient, ils se filmaient. Des fois, ils disaient même pas si c'était bien. Et juste, ils faisaient les cons. Et puis, ils étaient payés. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, eux, ils ont raison. C'est eux qui ont raison. Tout de suite, j'ai compris. Je me dis, c'est eux. Eux, ils sont eux-mêmes. Ils se régalent comme ça. Et en plus, ils en vivent. Bah, magnifique. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a moyen d'être qui tu veux, en fait. Et après, quand t'es au collège à Pierrefitte, tu t'en fous de faire le club théâtre, hein. Tu t'en fous de ce que vont penser les gens quand toi tu fais le club théâtre. Ah oui, ok. Oui, voilà, plutôt. Oui. Tu te dis oui, mais moi je sais, t'inquiète. Moi je sais pourquoi je fais ça. T'as fait le club théâtre? Ouais, mais après le prof il était cool. C'est Kéron. Ça c'est incroyable cette histoire. Je l'ai entendu dans un podcast. Je me suis dit, parce que je connais bien Kéron. Ouais. Depuis longtemps. Et c'est très marrant. T'es un peu un élève de Kéron. C'est grave, hein. Voilà. C'est-à-dire que Kéron c'est Dumbledore, toi t'es Harry Potter, quoi. Mais en vrai, il y a un truc aussi, tu sais, Kéron, il nous a, au-delà du club théâtre, tu sais, on était là toutes les vacances. Attends, pour les gens qui savent pas, Kéron, c'est un humoriste. Oui, pardon. Non, mais je remets un peu de contexte, Oui. mais c'est un humoriste. On a fait Histoire de succès ensemble.
J'espère qu'un jour on fera histoire de succès Avec ensemble. plaisir. Une semaine prochaine, normalement. La semaine prochaine. Non, J'ai eu des infos. avant ça, faudra que tu fasses le grand Olympia, pas le petit Bah, Olympia. ouais, t'inquiète, ouais, petit à petit. Bien sûr. Et effectivement, tu vois, donc ouais, je vous mettrai le lien si vous voulez aller écouter l'histoire de succès de Kairon, c'est vraiment cool. Mais effectivement, Kairon, avant d'être l'humoriste et avant de monter sur scène, il était éducateur. C'est ça, il le faisait en même temps un peu. Ouais. Et puis en même temps, il avait déjà, il avait un spectacle qui s'appelait du Coca Light. Je te jure. Et à l'époque, nous, du coup, on le voit au collège. Et en vrai, bref, pour en revenir à la masculinité, les cours de théâtre qu'on avait eu avec lui, c'est pas que du théâtre qu'on faisait, on faisait aussi des trucs genre loup-garou, on venait le mercredi après-midi pour faire des exercices de théâtre et tout. Et le fait d'avoir un trentenaire avec nous, enfin il était pas encore trentenaire à l'époque, mais nous on était des collégiens adulte, et tout, quoi. ouais, qui nous jugeait pas, qui ressemblait pas aux adultes ou aux mecs de son âge qu'on avait l'habitude de croiser, qui était très ouvert d'esprit et tout. Également ça nous a libéré dans notre construction entre guillemets. Ok. Tu vois, on savait qu'il y avait on avait d'autres références, on avait des références différentes que lui il nous apportait justement. C'est-à-dire qu'il jouait pas forcément sur Bah, c'est simple, c'était un mec de la Courneuve qui ressemblait et de Pierrefitte et de Stein, mais il habitait dans les trois et il ressemblait à aucun mec de Pierrefitte ou de Stein qu'on avait l'habitude de voir. Tu vois, nous on était vraiment restés à Pierrefitte et à Stein. Lui il allait beaucoup sur Paris pour faire du stand-up, etc. Il regardait, il se documentait beaucoup, etc. Donc il nous a ouvert à d'autres trucs. Et surtout nous quand on était jeunes. Et ça en vrai c'est important parce que on a peut-être il y a plein de jeunes, on sait pas comment les aider à se construire. Ben c'est simple, nous quand on était jeunes et qu'on s'intéressait à un truc, ils s'y intéressaient avec nous. Tu vois, et ça nous a beaucoup aidé aussi. C'est important. Donc en vrai, il faisait des moves d'éducateur avec nous alors qu'il était prof de théâtre, tu vois. Enfin, il nous faisait les cours de théâtre, mais il nous faisait des moves d'éducateur et tout qui nous ont pas mal aidé aussi. Hein. Et c'est important pour toi, pour les petits mecs, d'avoir des référents qui soient un peu de la masculinité positive, quoi. Mais je sais pas, je sais pas. Je sais que nous, ça nous a aidé comme ça. Je sais qu'il y a plein de gars qui ont pas fait les cours de théâtre et aujourd'hui qui sont très bien aussi et qui ont eu d'autres trucs. Mais ça peut aider après, tu vois. Il y a pas vraiment de généralité, mais moi je pense qu'il y a pas mal de cas où ça peut aider. Par exemple, tu sais, il nous a forgé dans pas mal de trucs. Il nous a, tu sais, par exemple, quand on lui dit on veut faire des cours de théâtre, lui en vrai il veut nous faire des cours de théâtre, mais il nous connaît pas et il nous dit bah, déjà trouver 8 personnes qui sont ok pour le faire. Et ici, il y a 8 personnes, là, on fera des cours de théâtre. Du coup, tu sais, il nous donnait tout le temps des objectifs comme ça, etc. Et en vrai, ça nous a forgé aussi un petit peu. Je le reconnais bien, là. Et c'est lui qui t'a ouvert les portes du monde du stand-up, en fait. Il t'a filé des coups de main, Bah, en fait, nous, quand on était très jeunes, du coup, mais c'est ça qu'il faut aussi que tu te déconstruis très vite les Bruce Willis et compagnie dans ta tête. C'est que nous, très jeunes, comme lui faisait du stand-up, on allait à Paris, quand on était collégiens, et on allait voir leur plateau qui s'appelait le Bordel Club. Ouais. Ça veut dire, nous, on était des collégiens, mais qui comprenaient les blagues et tout, qui écoutaient et qui foutaient pas le bordel dans la salle. Attends, le College Club, le Bordel Club, pardon, c'est genre 2010, quoi. 2011. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, hein. C'est les tout débuts de Kian Kojandi aussi. C'est ça, il y avait Navo. Kian, Navo, Seb Melia, Kairon, il y avait Lenny, et j'en oublie, hein, Youssoupha Diaby et compagnie, donc vraiment. Tu sais que j'étais dans la salle, moi. Mec. Tu venais aussi? Ouais, grave. Ouais. Moi, j'allais là-bas à l'époque. Ouais, c'est fou. Et donc, côtoyer pas mal les adultes à cet âge-là et tout, ça te détend beaucoup sur ça. Ça t'a mis du plomb dans la tête? Ah ouais. Oui, en plus, c'est des geeks, donc. Oui, ils nous ressemblaient aussi. Ils nous ressemblaient aussi. Ils nous aimaient bien. Ils nous aimaient bien. Et puis après, moi, quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai commencé avec eux. Donc, tu sais, moi, j'ai commencé à 16 ans. Ça veut dire que j'étais un enfant dans un monde d'adultes. Donc ça te forge aussi. Et ça t'a forgé comment? Ben, en fait, au bout de 2-3 ans, je sentais vraiment, par exemple, quand j'allais au lycée, que j'étais avec des enfants. J'avais l'impression d'avoir rien à faire là. Ah ouais. Alors que j'ai pas redoublé et tout, hein. Mais j'avais l'impression d'être avec des enfants, quoi. Je me sentais mieux avec des gens qui avaient 6-7 ans de plus que moi. Et tu vois que il y en avait, j'étais au lycée, je parlais avec des mecs quotidiennement, des mecs divorcés. C'est sûr. Donc c'est bien, t'as l'impression d'avoir une avance sur la vie, t'as plein de mecs qui ont déjà fait des erreurs que tu sais que tu referas pas ou que tu vas refaire, enfin c'est stylé, quoi. Oui. C'est très cool, ça forge. Que tu referas, mais en disant je suis en train de la faire. Et c'est super. Et c'est pas grave. J'étais au courant. Ouais, trop bien. Mais c'est le truc de, tu sais, c'est le truc que j'en parle dans le spectacle, tu sais, c'est quand mon père il me voit refaire l'erreur, il est fier, quoi.
Peut-être même que lui, peut-être que lui, il a refait l'erreur qu'on se transmet de génération en génération. Oui, exactement. Mais il y a un peu même ça marche dans l'autre sens, quoi. Il y a de la fierté de refaire l'erreur du plus vieux, et il y a le plus vieux qui est fier de voir le jeune refaire l'erreur qu'il a fait. C'était sur rigolo. quoi exactement? C'est quel moment? C'était le nez cassé. Mon Ah père, oui. il était content de voir que j'avais le nez cassé Ouais. comme lui. Oh là là, bien sûr. Parlons de ton père, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ah, mon père, c'est une grande histoire. Mon père, il est né ici. Il est né en 60. Ok. Ça veut dire, on est pas loin de la fin de la guerre. On n'est pas loin de l'indépendance de l'Algérie. Il est né ici, il repart direct en Algérie. Et quand il repart en Algérie, il grandit du coup en Algérie. Et son père, il meurt très tôt. Il meurt ici. Il disparaît longtemps, son père, parce qu'il était capturé par les Russes. Enfin, technique et tout. Ouais. Technique, comme tu Ils dis. ont attrapé. En fait, c'est chaud. Enfin, c'est chaud, et du coup, il meurt très tôt en France, son père. Du coup, mon père, après, il vit avec sa mère au bled. Ils ont pas grand chose. Et il finit par venir ici en France, Ok. orphelin, vers 17-18 ans. Orphelin. Il avait perdu sa mère aussi? Ouais, il a perdu sa mère aussi après. Mais c'était chaud, hein. Franchement, pendant la guerre d'Algérie, ils ont fait des dingueries. C'est moi, mon père, il a un petit frère, je crois, qu'il a jamais vu. Parce que il est mort, personne lui a tiré dessus directement. Mais en fait, les soldats, en gros, ils s'amusaient à tirer sur à côté des maisons pour faire peur et tout. Et du coup, à cause du bruit, il est mort de peur. Incroyable, nouveau-né et tout. Oh là là. Ouais, il y a des histoires folles. Franchement, il y a des trucs de fou de guerre d'Algérie et tout. Un jour, si tu veux, je te ramènerai mon oncle, il te racontera histoire de, je sais pas quoi, histoire de guerre. T'as un podcast histoire de guerre. Il y a des trucs dingos. Ma grand-mère maternelle, elle, c'était une vraie ouf. Genre, il y avait un truc il y avait un camp, en gros, si tu veux, de colons, pas loin de leur village, ok? Donc, ils venaient des fois, ils foutaient un peu le bordel, ils emmenaient des gens, après ils les ramenaient, ils leur posaient des questions sur la résistance, tout ça. On est dans Star Wars, quoi. Ouais. Et donc, ils prennent ma grand-mère un jour, et ils disent, toi, tu viens parce qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un pour cuisiner. Ma grand-mère dit, je veux pas y aller. En tout cas, je viens pas seule. Donc, ils lui disent, tu viens avec une telle. Et en fait, genre, elle leur fait un truc, genre, ils veulent un poulet, quoi. Ils lui donnent du poulet, ils disent, tu fais le poulet, quoi. Et elle, je sais pas, ma grand-mère, elle est têtue. Du coup, elle veut pas leur faire un poulet, du coup, elle leur fait le poulet, mais elle le vide pas. Et je sais pas si t'as déjà vidé un poulet et tout, mais il y a des trucs, c'est vraiment dégueulasse, Ouais. quoi. Il y a des trucs qui gâchent le goût et tout, quoi. Ouais. C'est horrible. Et elle fait ça, et elle me dit, je passe une nuit à pas dormir, mais vraiment pas dormir et tout. Et je prie, parce que je me dis, je suis rentré, c'est sûr que demain ils vont venir, ils vont tout casser ici, j'ai pas vidé les poulets, j'ai gâché leur repas et tout. Et elle se lève le lendemain, rien du tout. Le camp était levé, ils étaient partis. Elle m'a dit, son Incroyable. plus grand bonheur, c'était quoi? Son plus grand bonheur, c'est que quand ils sont partis au milieu, elle a trouvé genre dans le feu et tout, elle a trouvé les poulets. Elle a dit, ils ont pas mangé, je suis contente. Elle a dit, j'ai participé. Elle a participé à la résistance, quoi. Incroyable. Ouais. Et donc, mon père, donc ça, c'est l'ambiance de là où il est né, où il a grandi, en tout cas, ses premières années, mon père, quoi. Et mon père, après, du coup, il arrive en France. Quand il arrive en France, il vit vers Sevran et compagnie. Et puis, il travaille directement bâtiment. Enfin, non, en vrai, il fait pas mal de trucs. Il fait de la sécurité dans les aéroports, etc. Après, il travaille dans le bâtiment. Lui, il est plombier gaz. C'est très technique, ça. Ok. Plombier gaz sur chantier. Donc, c'est ultra dangereux. Ouais. Et c'est moi qui vire depuis tout à l'heure. Ah, ok, pardon. Ouais, c'est ma meuf. Mais Ok. attends, en vrai, je peux lui répondre, ça te Oui, dérange pas? tu peux lui répondre. Parce que j'ai peur que... Elle s'inquiète? Non, j'ai peur qu'elle arrive trop tôt. Ah. Elle arrive à 17h02. On est bon. Oui. Oui, ça va. Ok. Top. Je lui dis top. Et il est plombé dans le gaz. Il a eu des accidents et tout, quoi. Ouais. Ouais, parce que... Avec le feu et tout. Feu, et puis des fois, tu sais, ils font des trucs dans le métro. Donc il a Wow. eu des genre chocs électriques où il a fini à l'hôpital et tout, quoi. Et l'accident le plus impressionnant, c'était à Paris. Ça fait genre les journaux et tout, fait divers. Ils font une chocolaterie, tu vois. Et en gros, dans la chocolaterie, tu sais, tu connais, ils sont censés être temps, et au final, ils sont temps à bosser. Ouais. Et il y a un gars qui juste oublie d'éteindre un tuyau de gaz, et il croit que le tuyau de gaz est éteint, et il va souder à côté. C'est dans le sous-sol de la chocolaterie, et ça fait péter la chocolaterie, au point où, tu sais, le souffle il est tellement fort qu'il passe au-dessus de la tête de mon père, donc sauvé. Genre, dessus des cheveux cramés, mais lui, rien. Et un gars brûlé complètement. Wow. Et ça a soufflé la chocolaterie à l'extérieur du bâtiment. Et il s'en est sorti, genre, miraculeusement, comme ça, mais c'était incroyable. On voit des photos et tout, genre, t'as vraiment la chocolaterie vide. C'était Et quand, tout ça? à l'extérieur. C'était il y a quelques années, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Ah, mais oui, je vois où c'est. C'est dans le 10e. C'est possible. Et ouais, lui, après, il entendait rien pendant un moment et tout, quoi. Et ton Mais ouais, père, ouais. il était dedans? Mon père était dedans, mon père était dans le sous-sol. Il était là où ça a pété, quoi. Et le souffle Incroyable. est passé au-dessus de sa tête. Genre, comme il y avait qu'une trappe
pour Ouais. sortir et qu'ils étaient dans le sous-sol. Toute l'explosion, en gros, enfin, c'est chimique, quoi. Mais en gros, l'onde de choc, elle cherche un endroit pour sortir. C'est comme quand tu mets de l'eau dans un récipient, l'eau, tout ce qu'elle cherche, c'est un endroit pour sortir. Ben là, c'est pareil, mais vers le haut. Et en gros, comme ça, vers le haut. Et il m'a dit, genre, j'ai vraiment visuellement vu le truc passer, les flammes au-dessus de ma tête. Et toute la chocolaterie dehors. Et l'intérieur de la chocolaterie vide, quoi. Incroyable. Ouais, la folie. Il m'a dit, la rue, elle était pleine de chocolat fondu. Non, mais c'est destination finale, tu vois. C'est vraiment, quand c'est pas ton moment, c'est pas ton moment, c'est quoi. c'est ça. Et maintenant, donc, il part de là, il est propriétaire, là, donc ça va. Ok. Petit propriétaire, petit pavillon. Là, je pense, bientôt, Inch'Allah, il va commencer à construire une petite maison en Algérie. Ok. Il a 60 ans. Ouais. Il a 60 ans. Mais, tu sais, pour le coup, lui, il a 60 ans, mais c'est lui qui est l'un des premiers à m'avoir fait rire en mode, regarde, Rambo, il se recoue lui-même, quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Ah, il décryptait le truc. Ouais, comme malgré, disant. tu sais, on pourrait croire que c'est les boomers, tu vois. On pourrait penser que c'est un boomer et tout, et que voilà, ça, c'est un vrai homme et tout. Et en fait, non, 60 ans, et il me disait, c'est n'importe quoi. Il y a un truc où il nous avait regardé, je crois, un Marvel, je sais plus lequel, et il y a Captain America, tu sais, qui retient un hélicoptère. Ouais. Il y a un hélicoptère qui s'envole, et il met juste sa main sur une rambarde de, je sais pas, un escalier ou un truc, et avec l'autre main, il attrape le bas de l'hélicoptère. Et du coup, l'hélicoptère n'arrive pas à s'envoler, quoi. Et il m'a dit, mais arrêtez de regarder ça, vous faites mal, quoi. Donc en vrai, il a participé à la déconstruction aussi, en vrai. Ouais. Et en même temps, tu le racontes un peu dans ton spectacle, c'est que, bah, ça le dérange pas, effectivement, que tu te fasses péter le nez, quoi, tu vois. Non. Surtout, il vient, enfin, tu le racontes, hein, il vient vraiment, genre, il est ultra stoïque, quoi. Ouais, pour lui, t'as vu l'enfance qu'il a eu, quoi. C'est, pour lui, c'est se faire casser le nez, c'est limite, il se dit, mais pourquoi il s'est pas cassé le nez? Il est pas passé par là, lui aussi. Ouais. Mais non, ouais, il était pas paniqué, tu sais, ça, tu sens que mon père, ouais, voilà, tu sens qu'il en a vu des pires, quoi. Ouais. Et Tu lui en as déjà parlé ou pas? de quoi? De tout ça? Oui, Quand tu bah, dis c'est tu lui sens qui qu'il en a vu des pires, c'est lui qui raconte? Non, mais tu sais, tu sens qu'il a pas le même vécu que nous, en tout cas. Tu sens qu'il a pas le même vécu que nous, en tout cas, mais pour tous les trucs, par exemple, que je t'ai raconté sur son père, tu vois, c'est lui qui m'a raconté, tu vois. Et il a les papiers et tout, donc, quand il te montre, lui aussi, comme, tu sais, je pense pas qu'il a beaucoup de souvenirs de lui et tout, donc il est content, et quand il avait retrouvé les papiers, il était vraiment content, quoi. Ouais, j'imagine. Les papiers de soldats avec, disparus de telle année à telle année et tout. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Embarqué par les Russes. Ouais. Pendant, guerre d'Indochine, je crois. Ok. Et toi, tu grandis là-dedans. Ouais. Tu parles beaucoup de ton corps, de ton rapport à ton corps. Ouais. Tu commences par ton visage. Ouais. Mais je sais que, tu sais, je sais que je fais pas peur, en fait. Je suis, bah, en fait, j'ai grandi à Pierrefitte, Saint-Denis et compagnie. Et, moi, heureusement que j'étais un peu sûr de moi et que je savais un minimum me défendre. Mais tu sais, quand j'allais, par exemple, dans un endroit à Stains ou à Pierrefitte où les gens ils me reconnaissaient pas, ou même à Saint-Denis, hein, les gens, c'est moi, tu sais, c'est notre groupe qui venait voir en premier en mode ouais, vous venez d'où, quoi. Ouais, vous venez d'où, vous allez où, vous avez quoi sur vous, tu vois, c'est nous, on faisait pas peur, on était le groupe théâtre. Et je te jure, on peut mettre ce qu'on voulait, on peut mettre ce qu'on veut, on pouvait y aller en survêt, je fais pas peur. Le seul endroit où j'ai fait peur dans ma vie, c'est une fois j'ai accompagné des potes à moi, j'avais des potes blancs, on allait au skatepark. C'est le seul endroit où j'ai fait peur. J'avais jamais vu des Vans. Il y a un mec, je lui dis c'est quoi tes chaussures? Il m'a dit s'il te plaît non. Il croyait que je voulais lui prendre ses chaussures. Et j'ai jamais fait peur, j'ai jamais fait peur et je m'en suis rendu compte je m'en suis rendu compte en tournée. Pendant la tournée de Pana. Okay. Parce que donc t'as fait la première partie de Panayotis pendant des années. Ouais. Et je me suis rendu compte, en France, parce que du coup là, je faisais pas peur. Bon, maintenant je suis un adulte, mais tu sais, à l'époque où on était au collège, au lycée, etc. Oui, partout dans le monde, c'est le moment où tu sais les gens, il y a des gens mal intentionnés, ils t'attendent à la sortie pour essayer de te chourer ton téléphone et tout. Cette époque-là, je savais que je faisais pas peur, je savais que j'étais pas impressionnant. C'est aussi pour ça que je faisais de la boxe, pour apprendre à me défendre, etc. Alors Merwan, un sketch sur la boxe. Où il raconte son nez cassé, on va en parler un peu, mais il m'a, moi, plié en 4. J'étais mort. C'est-à-dire que vraiment, il y avait plus de zygomatique, tu sais, les trucs là, les abdos, c'était terminé. Là, tu m'as vraiment fait pleurer de rire. Ah, ça fait plaisir. Donc, pardon, ouais, tu disais que tu t'es rendu compte que tu... Oui, j'étais très tôt, je me suis rendu compte que je faisais pas peur, donc, c'est bien ça. Mais ça te décourage à essayer de ressembler à une vision de l'homme viril, sans sentiment et sans crainte qu'on essaie de te vendre dès le début.
Et pourquoi tu parlais de la tournée de Parce Pana? que à la tournée de Panayotis, Ouais. bah, c'est la première fois que je faisais pas peur, mais j'étais bizarre pour les gens. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. On enregistrait ou pas? On enregistrait? Oui. C'est quoi, dis-moi? Vous l'avez pas en live, mais moi je l'ai en face de moi, il a fait, et il a touché sa petite machine. non, pas du tout. Ok, pardon. Mais non, Tu racontes dans ton spectacle que t'arrives, alors je sais plus dans quelle ville. Ah, c'était une ville en Bretagne, ouais. Ouais. Ouais, où vraiment quand j'arrive, en fait, la dame, elle me prévient, quoi. Elle me dit si c'est une ville de droite. Mais elle me dit pas ça en défiance ou quoi. Elle me dit ça parce qu'elle a peur pour moi, quoi. Elle me dit ça et elle dit, ouais, ils auraient pas dû l'amener, lui. Tu vois? Au final, on fait le truc et tout. Ça s'est bien passé. Et limite, les gens, ils étaient contents. Parce que moi, tu me dis que c'est une ville de droite, j'y vais en provoque. T'as vu le spectacle, de toute façon. Oui. Moi, quand il y a moyen de provoquer, je provoque. Et du coup, eux, ils étaient contents, limite en mode que je vienne militer chez eux, quoi. Alors que c'était pas le mot, quoi. C'était pas l'ambiance, quoi. Okay. Mais tu comprends. Mais que je vienne apporter ces idées-là un peu antiraciste, un peu anti, voilà, les idées vraiment, parce que je précise, pardon, je dis de droite, mais c'était d'extrême droite, quoi. C'était vraiment une ville d'extrême droite. C'était une mairie FN, complètement. Ah oui, donc oui. Complet. Et en vrai, à la fin, les gens étaient contents. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre ce genre de discours ici, chez eux. J'ai pas eu de problème et tout. Donc, ouais, c'est en tournée que c'est la première fois que je fais peur, quoi. C'est la France qui a peur de moi, en fait. Mais qu'est-ce qui fait peur? Parce que les gens le voient pas forcément, mais t'as une barbe? Ouais, je sais pas, c'est ça, c'est la barbe, mais je pense que si j'y vais... C'est un super visage. Mais j'ai un visage sympa, mais... mais tu mets une grosse barbe sur un arabe, il y a des gens qui paniquent, hein. Ouais. Même je t'ai dit, mais en fait, moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai vu le cercle, ces gens-là, qui me connaissent pas, mais j'ai même vu des gens qui me connaissent changer. Ah ouais? Ouais. Au fur et à mesure que tu te laissais pousser la barbe? Ouais, c'est demandé, mais pourquoi ils te laissent pousser la barbe? Et pourquoi tu t'es laissé pousser la barbe, alors? En vrai de vrai, c'était le confinement. Et j'ai laissé pousser, je regardais Viking et tout, j'ai laissé pousser, j'étais dans une ambiance. Et après le confinement, tu sais. T'as regardé Viking? Ouais. Et après le confinement, je me suis dit, est-ce que je l'enlève et tout? Et en vrai, nous, dans l'islam, tu sais, il faut la laisser, tu vois. Ok, je savais pas. Du coup, je me suis dit, non, je la laisse. C'est un texte? Ouais. Okay. En gros, si tu veux, je te dis le texte, hein. Mais en gros, il y a des voyageurs qui reviennent de je sais plus où. Ils voient, c'est des musulmans. Donc, ils viennent voir le prophète et tout. Et le prophète, il leur dit, au moment où ils partent, ils disent, pourquoi vous laissez l'islam? Parce que les deux, ils avaient genre que moustache. Ouais. Et, il dit parce que, notre Seigneur, il nous demande de faire comme ça. En gros, leur Seigneur de là-bas, quoi. Et il dit, quant à moi, mon Seigneur, donc en gros le seigneur du prophète c'est Allah directement, quoi. Il me commande de tailler ma moustache par rapport, il le dit pas mais je précise, c'est pas, en vrai c'est très hygiénique, par rapport aux morceaux de nourriture, etc. C'est pas très propre, quoi. Et de laisser pousser ma barbe, et en fait il le disait qu'il faisait ça en fait pour se reconnaître entre eux, pour se différencier des chrétiens et des juifs. En gros, à chaque fois, il y a une volonté un peu de se différencier dans les gestes du quotidien et dans les gestes qu'on va dire rituels, quoi, rapport à la religion. Donc en gros c'est ça. Ok. Et donc tu t'es dit bon je la garde alors. Bah ouais, je la garde, je pouvais pas l'enlever. Je voyais devant le miroir, je voyais mes ancêtres qui me disaient tu devais avoir honte. Non attends, alors tu t'es pas laissé avoir par Bruce Willis, est-ce que pourquoi tu te laisserais avoir par tes ancêtres, hein? Non, je crois que finalement le mec que je veux être il me rend fier ses ancêtres quand même. OK. Ouais. D'accord. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'il en a rien à foutre de Bruce Willis. mais qu'il est très attaché finalement le mec que je veux être aux traditions sacrées, à la religion et tout, quoi. Ok. Voilà. Ça te vient d'où cette éducation religieuse? Ça te dérange pas qu'on en parle? Non, du tout, du tout. Mais tu sais que moi, c'est venu vraiment de moi-même. Mes parents m'ont appris la base et tout, tu vois. Mon père, moi, je l'ai vu prier toute ma vie. Ma mère, elle prie aussi. Elle s'est mise plus tard, mais elle prie aussi, tu vois, quotidiennement. Et moi, c'est vraiment, je dirais, en vrai, la scène, ça m'a aussi dirigé vers ça. Ok. Parce que, tu sais, les moments où vraiment j'ai commencé à enchaîner, que ça se passait bien et tout, je me sentais un peu redevable, quoi. Tu sais, je me disais... de quoi? Je me disais que ça se passe bien et que, tu sais, tout va bien. Et j'ai essayé de le traduire, mais je me disais, si ça se passe bien, c'est que Dieu a voulu que ça se passe bien, donc il faudrait que je remercie Dieu. Ok. Et après, c'est de là, je voulais pas être... Je voulais pas être... Comment... J'ai perdu le mot, oh mon Dieu. Quand tu te sens... Quand quelqu'un doit te dire merci et qu'il te dit pas merci, il est... Ingrat? Ouais, exactement. Okay. C'était de l'ingratitude que je ressentais.
Ah ouais? Ouais, je ressentais de l'ingratitude parce que ça se passait bien pour moi et je me disais, il faut que je remercie Dieu parce que si ça se passe bien, c'est que Dieu il a voulu que ça se passe bien. Ok. Ouais. Et c'est là que t'es venu petit à petit à te la dire, fois, ouais, ok, à la fois, ok. et après, en m'intéressant petit à petit, en découvrant une nouvelle langue, parce que l'arabe littéraire, c'est une nouvelle langue, tu vois. L'arabe du Coran, c'est l'arabe qui est parlé au Moyen-Orient. Nous, on parle un autre arabe encore. Ouais. Pour te donner une Farid dit ça, ce chien, mais je le déteste. Mais il dit, il dit, vous parlez même pas arabe, vous parlez un créole. Mais, mais en vrai, tu sais, au Maghreb, on parle un autre arabe que l'arabe littéraire, Ok. du Coran, etc., Je savais pas. qui parle au Moyen-Orient, qui, plus ou moins. Mais, et du coup, c'était une nouvelle langue et tout, et ça m'a chauffé, ouais. J'aimais Ok. bien découvrir ça, m'instruire moi-même. Je lisais pas, par exemple, tu vois, avant de m'intéresser à la religion, je me suis mis à lire avec ça, tu vois. Ok. Ouais. Des bouquins de développement personnel, en vrai. Les bouquins religieux, c'est des bouquins de développement personnel. Bien sûr. Donc, c'est fait style, donc ça fait du bien. Ça t'a aidé à, je sais pas, tu vois, à gérer aussi le succès qui arrive là, qui est en train de petit à petit de grandir pour toi? Ben, en vrai, oui, parce que c'est vraiment, pour en revenir, tu te construis avec ça. Et quand t'es croyant et tu sais qu'il y a quelque chose au-dessus, tu te poses pas 1000 questions et tu te prends pas la tête et t'es la personne que tu veux être tranquillement dans ton coin. Ça t'a détendu sur ton existence d'une manière générale? Bah oui. Ok. Complètement, au quotidien. Oh, tu me dis ça, moi. Ah ouais, pardon. Tu me disais... Bah, en fait, moi, j'ai une éducation catho. Ouais. Mais j'ai l'impression, tu vois, pour le coup, que mon éducation catho, elle m'a amené beaucoup de culpabilité et tu vois, une forme de cage, quoi. Tu vois, dans laquelle c'est très dur de bouger. Tu vois, où il y a un côté, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et en fait, en grandissant, en vieillissant, tu vois, adolescent, etc. Donc, tu vois, j'ai été communié, j'ai fait tout le bordel. T'as là. fait le parcours classique. Ah ouais, le caté, le machin, tout ça. Et mais c'est vrai que je me suis retrouvé à me dire non mais en fait ça me va pas parce que ça m'enferme et oui, je comprends. et d'avoir la sensation de ne pas avoir le droit de faire des trucs alors que j'en avais vachement envie, juste parce que il y a un moment donné il y a un gars qui a écrit dans un livre non ça c'est pas bien, faut pas que tu le fasses. Ouais, je comprends. Et en plus tu crois dans le cas genre quand tu pêches il faut que t'ailles voir le prêtre, c'est ça? Ah ouais. Et lui expliquer à lui et tout. Tu lui expliques à lui, si tu veux. Et en fait, qui est ce gars, tu vois? Qui es-tu? Nous, on a la chance de pas avoir d'intermédiaire. C'est magnifique. Ouais, c'est direct. T'as une ligne directe. Je regrette. Voilà. Faut regretter sincèrement et c'est réglé. Ouais. Mais tu vois, de ce fait, moi, mon rapport à la religion, il est plus. Mais après, je pense aussi que c'est l'angle et la façon dont tu apprends, ça dépend aussi de l'instructeur entre guillemets, je pense. Bien sûr. Et moi, l'instructeur, ça a été pas moi, mais j'ai comme si j'ai un pote qui est imam et tu vois, il a su me diriger vers les bons livres, les bons trucs et tout. Et moi, la relation que j'ai du coup avec ça, c'est que je me dis plus que qu'il m'arrive des bons trucs, que moi, je suis persuadé que d'être sur la vérité, logiquement, vu que je suis croyant. Donc je me dis que si on m'a mis sur la vérité, c'est que mon créateur il m'aime. Donc en échange, je l'aime aussi. Et que du coup je vais essayer de faire ce qu'il aime c'est une relation d'amour, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en vrai ça me libère, tu vois, plus je me dis plus que je suis dans de l'amour, je me dis pas qu'il y a des interdits et qu'il y a des permis, je me dis que ça on aime, ça il aime pas et que ça il aime. Ok. Parce que si en vrai je me dis si vous voulez m'interdire c'est Dieu, frère. Si vous voulez m'interdire je pourrais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Bah ouais, logique. C'est juste qu'il me laisse comprends. la possibilité, tu vois. Et on en revient au truc de point A, point B. Comment t'arrives au point B? C'est toi. T'es libre d'arriver au point B comme tu veux. Ah ouais, incroyable. Ok. Ouais. Et donc tu le vois pas du tout comme une contrainte. Non. Les trucs que la religion entre guillemets te demande de faire, pour toi c'est devenu ta vie quoi. Ouais, c'est mon quotidien et c'est une relation, un échange d'amour perpétuel quoi, une relation d'amour perpétuel. Et limite c'est ça quand tu sais ça et quand t'essayes de plaire finalement que à ton créateur, tu tends vers te créer toi-même quoi, enfin te créer ta propre personnalité du coup vers être toi-même, être indépendant, vers l'indépendance qui est ultra important, moi vers être heureux déjà dans un premier temps tout seul soi-même et s'accepter, tu sais, on parlait du corps etc. Moi je sais que c'est comme si les gens ils m'appelaient Merwan le gros etc. Oui. On en a pas encore parlé, mais tu l'as dit tu le dis dans ton spectacle. Oui, maintenant je m'en fous d'être Merwan le gros. Bien sûr que j'essaye au quotidien quand même de faire attention, de maigrir petit à petit pour être mieux avec moi-même et mais à l'époque il y avait pas le body positive quoi, c'est trop dommage. À l'époque à Pierrefitte juste on te vannait et il fallait savoir répondre. Mais
Mais en tout cas, ça t'aide dans tout ça. Vraiment, moi, comment je le vis, c'est que ça m'aide au quotidien, quoi. Ok. Il faut que je vais porter plainte. Je te parle archi sérieux. Tous les 01 62, c'est démarchage commercial. Ils m'appellent genre 6 fois par jour. Ok. Et je les bloque à chaque fois. Et tout le temps des nouveaux numéros. C'est des nouveaux numéros? Ouais, je crois qu'ils savent que mon abonnement est bientôt terminé. Mon abonnement est bientôt terminé. Mon abonnement est bientôt terminé. Le téléphone de Merwan sonne. En permanence. Pardon. Ok, mais tu vois, c'est intéressant parce que ouais. T'avais jamais vu cette vision de la religion là? Mais non, et en fait, mes amis musulmans, on n'en parle pas de façon aussi claire parce qu'ils savent aussi que pour moi, c'est un sujet qui est un peu. Enfin, pas qui est tendu en fait, mais en gros, pour moi, la religion, ça doit rester entre toi et toi. Ouais. Et je trouve ça trop cool, tu vois. Et en fait, tous les gens qui font du prosélytisme, peu importe la religion, moi, ça me casse les couilles. C'est juste, en fait, vis ta religion pour toi. Bien sûr. Et en fait, je crois que de ce fait-là, mes amis musulmans, ils ont un peu ce truc de, on va pas emmerder Fab avec ah non. le sujet. Non. C'est trop bien qu'on en parle. Bah ouais. Bah moi, je me dis juste, par rapport à l'aspect prosélytisme, etc., je me dis que si vraiment t'es croyant et que on croit en Dieu, quoi. Dieu. Ça veut dire que Dieu, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais, ce qu'il veut. Oui. S'il avait voulu, tout le monde serait musulman. Tu vois, le mec, il voudrait le grand remplacement, quoi. Oui. Non, mais s'il avait voulu, tout le monde serait musulman. Ouais. Et qu'il y a quelque chose de beau dans le fait qu'il y a des musulmans et qu'il y a d'autres gens qui s'épanouissent dans d'autres trucs, etc. Moi, je trouve ça stylé. Moi-même, quand je vois des gens s'épanouir dans leur coin, dans une autre religion, dans une autre croyance, dans un autre lifestyle, peu importe, moi, ça me conforte dans mon truc. Je me dis, chacun peut trouver son truc et c'est cool. Tu veux pas chier les gens autour de toi, quoi. Non. Ça, tu vois, pour moi, mais c'est une approche qui est dure à trouver, je trouve. C'est les gens religieux qui ont besoin d'en parler, tu vois. C'est que de ce fait-là, ils viennent toujours un peu t'emmerder, quoi. Oui, bien sûr. Après, tu sais, il y a des gens, j'arrête pas de citer Jason, mais il y a Jason, tu sais, il dit, moi, quand je parle d'islam à mes potes et tout. Jason Brokers. Ouais, Jason Brokers, pardon. Il le disait sur scène à un moment. Il dit, c'est parce que l'islam, c'est trop bien. Il dit, des fois, je vois un film, il est trop bien. Je dis, regarde, tu vas trop aimer et tout. Et il dit, du coup, j'ai envie qu'eux aussi, ils kiffent comme moi. Bah ouais, je comprends. Ouais, mais je comprends que t'es un peu ce truc. Mais après, toi, si t'es épanoui là. Oui. C'est ça le plus important. Oui. On parle de ta chérie. Ouais. C'est pareil, hein, tu dis. Elle arrive là. Ouais. Faut qu'on se dépêche avant qu'elle arrive. T'inquiète. Il faut qu'elle. En gros, tu racontes dans ton spectacle que tu t'es marié en. Ouais, rapidement. Mais surtout, tu l'as rencontrée, tu savais que genre c'était la femme de ta vie, quoi. Ouais. Ben, je sais pas comment te dire, c'était pas un coup de foudre cliché ou quoi, hein, mais c'était. On s'est vu, c'était un resto, pour rentrer dans les détails. Hein. On a mangé ensemble et on rigolait et tout. Et en fait, moi, tu sais, j'ai ce truc pendant les dates, tu sais, de chercher les défauts. Ouais. C'est un peu ce truc de pourquoi ça va pas le faire. Ouais. Tu vois, au premier date et tout. Je crois que c'est une bonne façon de faire. Et là, je trouvais pas. Tu vois, le premier date, j'ai pas trouvé. Et du coup, on a fait un deuxième. Et puis au troisième, on s'est dit, bah c'est bon. On s'est dit. Ben, je lui ai dit, moi, je lui ai dit, écoute, moi, si je suis là, c'est pour qu'on se marie. Donc, j'ai envie qu'on se marie. Elle m'a dit, genre, je vais réfléchir. Et après, rendez-vous d'après, elle m'a dit, bah, c'est bon. Mais enfin. Je te jure, elle m'a dit, bah, c'est bon. Et, ce qui est stylé, c'est que je crois qu'on s'est pas, genre, vu beaucoup après. Parce qu'elle est du sud à la base. Ok. Enfin, elle est prof ici, mais du coup, elle était dans le sud pour voir sa famille. Okay. Donc, je crois que notre rendez-vous d'après, j'ai rencontré sa famille. Ou nos 2-3 rendez-vous d'après, j'ai rencontré sa famille, quoi. T'es pressé, Merwan? Non. Non, il y avait une forme d'évidence, c'est ça? Ouais. Ben, c'est là, pourquoi attendre? Ok. Bah ouais. Non, Et là, mais ça lui a pas fait peur à elle. Parce que toi, je comprends que tu sois dans cet état d'esprit-là, tu vois, mais elle. Non, elle est croyante aussi. Ok. Donc, oui, il y avait un truc. Il y a ça aussi, il y a l'aspect religieux, tu sais, et il y a l'aspect religieux on voulait faire ça dans les règles. Pour le coup. Et ces règles que tu fuis. Mais non. J'en ai d'autres qui m'appartiennent, tu sais. Ouais, c'est quoi les règles? Ben, tu sais, on voulait être mariés et il y a un peu ce truc aussi que pour le coup on retrouve dans les monothéismes en général, qui existe aussi dans le catholicisme. Oui. C'est que on voulait éviter du coup, tu sais, d'être amoureux en mariage. Ouais. Tu vois, on voulait être amoureux dans les règles. Tu veux dire de faire du sexe? Non, mais nous même se fréquenter, on peut pas. Hein. Ah ouais? Ouais, nous, se fréquenter, on peut pas, à la base. Ok. À la base. Oui. Normalement, on peut pas, quoi.
Ok. Ouais. Et donc, t'avais envie... Donc nous, vous aviez envie... Nous, on se donc... fréquentait, on se dit plutôt que se fréquenter dans le mal, fréquentons-nous dans le bien. Tout simplement. Ok. Et voilà, directement. Moi, après, je suis allé tout seul en plus. Tout seul, dans le sud. Putain, ça, c'est une histoire de mec. Je suis allé tout seul dans le sud, voir son daron. Parce que du coup, nous, c'est comme ça. C'est une tradition islamique, voir son daron. Voilà. J'ai vu avec elle, votre fille, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Hop. Après, la règle en islam, c'est simple. Il faut que la fille et le père soient d'accord. Simple. Si on a l'accord des deux, terminé. Ok. Et à partir de là, on peut faire un mariage. Let's go. Comment t'as fait pour soudoyer le daron? 1 kilo de dates. Écoute bien, des dates C'est pas premium, vrai. C'est je te vrai. jure, des dates premium en milieu du ramadan. Oh là 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 là, premium. Hein. Genre, je sais pas, j'ai dû payer le kilo 50 balles. De la frappe. Ça venait de... Attends, je te jure, de la frappe de Californie. Je te parle archi sérieux, on dirait que je parle de bédo. On dirait que je parle de weed. Eh, je lui ai ramené de la frappe de Cali. Mais non, c'était de la date. Non, je lui ai ramené de la frappe de Cali. Très bonne vanne. Note-la. Et il a dit oui direct. Hein. Il a senti la boîte, il a dit c'est bon. Ouais, je te... Il a dit tu peux y aller, il m'a dit. Peu importe tes qualités, mon gars. Si t'aimes cette date-là, forcément tu tu m'as t'aimes bien. convaincu. Et voilà, et après, voilà, c'est comme ça. Ça fait 1 an et demi? Hein? Ça fait 1 an et demi, c'est ça que t'es marié? Non, quoi là? On est en juin, bah, ça fait 1 an. 1 an. Et je l'ai rencontré il y a 1 an et demi. Ok. Comment ça se passe? Bien, hein? Ouais. Bien, moi, nous on est... tu sais, on n'a pas eu beaucoup de copains-copines avant. Donc on est des adolescents là. Tu vois, c'est une relation d'adolescents. Ouais. On sort ensemble, mais juste on habite dans la même maison. Ok. Donc trop bien. Et t'es heureux? Ouais, heureux. C'est ça aussi. Hein. Bruce Willis, il dirait jamais je suis heureux. C'est vrai que Bruce Willis, il dirait pas je suis heureux, je suis amoureux et tout. Nous on le fait. Hein. Il faut que Bruce il soit dans la merde. Non, il faut que Bruce Willis, ça lui dise est-ce que tu m'aimes et qu'il réponde voilà. Juste ça. Ouais, toi tu le dis. Ouais. Tu le dis, tu le cries, Je suis très attaché à elle. C'est bien là. J'ai un attachement fort, je dirais. Je décrirais ça comme un attachement fort. C'est ça l'amour pour toi, c'est de l'attachement? Ouais, de l'attachement fort. Et je pense aussi... moi je découvre en vrai. C'est ça qui est fou. C'est que je suis marié, mais je découvre le couple. Hein. Et il y a plein de petits trucs... T'avais jamais été en couple avant? Pas longtemps. Ok. J'ai eu des copines quand j'étais jeune. Quoi. Ouais. Mais non. Et je découvre tout le truc, toute la chimie que c'est. Tout le... faut se voir, mais pas trop. Tout ce genre de trucs, quoi. Ouais. C'est stylé. Moi, j'aime bien. Moi, c'est un exercice, quoi, pour moi. Je kiffe. Vous voyez pas les yeux de Merwad, là, mais il a vraiment les yeux joueurs. Tu vois. C'est trop Non, mais ouais. Mais en plus, nous, c'est un format particulier. Elle travaille la journée. Ouais. Moi, la journée, je suis à la maison. Toi, quand elle rentre, moi, je m'en vais. Toi, tu travailles le soir. Ouais, moi, je travaille le soir. Je vais dans des comedy clubs. Et on va essayer, c'est des adolescents, quoi. On se croise au lycée et puis on se voit le week-end. À ce point-là. Ouais. Ouais, c'est cool. Attends, il y a un truc dont tu m'as pas parlé tout à l'heure. Tu m'as dit que petit à petit, avec ta barbe, il y avait des gens autour de toi, des amis à toi, qui se sont éloignés. Non, mais par exemple, tu sais, j'avais des réflexions dans la famille. Ouais. Tu vois, de ta famille, tante, toi oncle et tout, ouais. Tu vois, Ok. en mode non, mais pourquoi il fait pousser la barbe, etc. Et t'es pas obligé de laisser ta barbe. Enfin, ce genre de trucs, tu vois. C'est ta famille est moins religieuse, c'est ça? Il y a des ouais, ça pas tout dépend le un monde peu. n'est pas religieux au même degré, tu vois. Et il y a eu aussi mais tu sais moi j'ai un cousin qui est lui, ça va être morbide comme podcast, mais lui il est imam dans la mort. Ça veut dire il fait les discours mortuaires, etc. Ok. Quand quelqu'un meurt et nous en fait quand tu meurs, on lave ton corps, tu sais, avec de l'eau, on fait sentir bon, etc. Tu vois. Et on prépare avec un linceul blanc, je sais pas si t'as déjà vu. Oui. Mais en gros, nous c'est comme ça. Et du coup, lui il fait ça. Et lui, du coup, il a une barbe énorme. Et c'était avant moi, etc. Il est un peu plus vieux que moi. Et lui pareil. Lui, carrément, les gens de la famille se demandaient. Tu sais, à l'époque, ils disaient, je pense qu'il va aller en Afghanistan, tout ça, quoi. Ouais. Mais donc, tu vois ton cercle proche qui commence à se poser des questions, qui s'éloigne de toi, qui craint un peu, quoi, littéralement. Alors qu'en vrai, on partage la même culture, on partage la même religion, mais je crois qu'on partage aussi la même télévision. Et BFM TV peut-être a mis des idées dans la tête, avoir tous les jours des ting sur ton téléphone avec des news badantes
te fait imaginer le pire au quotidien, peut-être. Et après, il y a eu les voisines aussi, mais les voisines, ça va. Les voisines, c'est plus récurrent, mais c'est moins violent, quoi. C'est des regards, c'est des remarques, tu vois. Et on s'en fout, en fait, c'est des voisines. C'est quand même bizarre que ta propre famille, enfin, tu vois, ait eu peur pour toi, parce que c'est juste, certes, j'imagine que il y a aussi un chemin spirituel qui t'amène à laisser pousser la barbe, etc. Mais en fait, la bascule entre aller en Afghanistan, enfin, waouh, il y a quand même un pas. Mais c'est bien que toi tu t'en rendes compte, tu vois. Mais il y a plein de gens qui font pas la diff. Mais tu veux dire que dans ta famille, ils étaient eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils sont eux-mêmes flingués par BFM et tout ça, quoi. Mais il y a tout le monde. Dans ta propre famille. Tout le monde. Après, moi, j'ai pas eu ce genre de réflexion-là, mais mon cousin, tu vois, il a eu ces réflexions-là qui est un peu plus vieux que moi. Il a eu ces réflexions-là, tu vois. De sa famille. Ouais. Et ça veut dire, bah, du coup, par extension, c'est ma famille aussi, hein, mais, oui. Mais c'est fou, hein. Mais après, parce que aussi, il y a eu des mentalités différentes, tu sais, il y a eu aussi des gens de ma famille qui sont nés en Algérie et à qui t'as vu qu'il y a eu un autre chemin spirituel, que l'islam ça leur convenait pas, mais en Algérie bah, t'as l'appel à la prière tous les jours, tu vas croiser ta famille qui est pratiquante tous les jours, personne te force à être pratiquant comme dans des pays extrémistes comme t'as vu on n'est pas en Iran ou un truc comme ça, tu vois, mais peut-être que aussi bah, quand tu te dis bah, je vais aller en France c'est pour échapper peut-être à cette routine là, et nous on correspond peut-être aussi à une routine qu'ils ont cherché à éviter en bougeant de l'Algérie, etc. Et c'est ça aussi qui les crispe un petit peu. Ça les fait peut-être chier de se dire, mais pourquoi toi, alors que t'as rien enfin, il y a aucune obligation, entre guillemets, en fait, tu retournes. Voilà, c'est ça, pour eux, on est un retour en arrière. Pour eux, ils progressent, et nous, on régresse. Ouais. Pour eux, eux, dans leur tête, ils sont venus faire un travail ici, et nous, on est venus faire l'inverse. Ah ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois? Oui, parce que, sans doute, eux, dans leur point de vue, ils se sont émancipés de la religion. Alors que j'imagine que toi, tu te l'es approprié. Je me la suis approprié de moi-même. De façon. Et de moi-même. Et ça, ils comprennent pas. Et le truc, c'est que nous, en plus, notre génération, il y a beaucoup de gens qui se l'approprient de eux-mêmes. Tu sais, avant, c'était très du père en fils, de la mère au fils, de la mère aux filles, du père aux filles, etc. Maintenant, la génération de mon daron et tout, ils travaillent beaucoup. Ils travaillent pas à l'époque je pense qu'on travaillait moins. Là mon père il travaillait beaucoup, quand mon père est rentré il était fatigué, et c'est le cas de papa de tout le monde, la plupart en tout cas, et du coup nous maintenant c'est une génération qui se l'approprie d'elle-même par des connaissances, par internet, par la recherche il y a beaucoup de gens qui vont pas bien en vrai. Il y a plus de gens qui vont pas bien qu'avant peut-être, ou alors on entend plus de gens qui vont pas bien qu'avant. Pour moi c'est plutôt ça, c'est-à-dire que la parole elle s'est libérée sur la santé mentale, exactement. Parce que sans doute ton daron, c'était compliqué pour lui, mais qu'en fait, il serrait les dents. Bien sûr, c'est ça. Et il faisait le taf, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, ça s'est libéré, les gens, ils parlent plus. Et du coup, les gens, ils essaient. En tout cas, le fait que ça ait libéré la parole sur la santé mentale, les gens, ils se soucient plus de leur santé mentale à eux. Et ils se rendent compte on se rend compte plus vite quand on va mal aujourd'hui qu'à l'époque. Putain, je t'ai fait parler sérieux et tout, là. Bah ouais, j'allais dire une blague juste après, la vérité. Vas-y. J'allais dire, et tout ça, c'est pas grâce à Bruce Willis. Crois-moi, mon pote. Non, mais c'est clair. Est-ce qu'on peut appeler l'épisode Fuck Bruce Willis? Fuck Bruce Willis. Avec grand plaisir. J'appellerai comme ça. Non, mais c'est génial. Et comment tu... Attends, parce que je reprends mes notes. Bien sûr, vas-y, t'inquiète. Parce que tu sais, je prends des notes dans le noir pendant le spectacle et parfois... Ah ouais, tu parles d'un truc aussi, et je crois que ça marche aussi avec la masculinité, c'est que tu dis qu'en fait ton but à toi c'est de surtout pas percer. Je trouve cette approche géniale. En fait, il y a un truc, moi j'aimerais pas que les gens ils viennent me voir pour me voir. C'est-à-dire, j'aimerais pas que les gens ils disent on va voir Merwan. J'aimerais bien que les gens ils disent on va voir un bon spectacle. Ah ouais? Ouais. Bah ça va avec, non? Bah si mon spectacle il est éclaté, mais que tu m'aimes bien et que t'es content de m'avoir vu, et que tu t'en fous que si le spectacle était nul, ça me dégoûte. Ouais. Si tu viens, tu t'attends à rien, tu me connais pas, mais que le spectacle il t'a convaincu, j'ai fait mon travail. Je comprends pas qu'on admire des artistes en fait. Ouais. C'est des êtres humains. Comme je comprends pas qu'on admire des créateurs de contenu. Il y a des gars qui font des trucs incroyables. Ça dépend de ce qu'ils produisent, c'est ça que tu veux dire? Non, il y a des gars qui font des trucs incroyables. On peut admirer ce qu'ils font. Mais on peut pas admirer la personne en elle-même. Enfin, on peut pas aimer quelqu'un pour ce qu'il est.
Si on admire quelqu'un en général, c'est parce qu'il fait des trucs incroyables. Bah oui. On admire les gens pour ce qu'ils font. Mais à partir du moment où tu vas voir quelqu'un, tu t'en fous de ce qu'il va faire, tu vas juste le voir parce que c'est lui, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose de malsain, je trouve. Il y a un truc qui te fait dire ça? Il y a un déclic qui t'a fait dire ça ou ça t'est venu comment? Je me suis je me suis rendu compte moi-même et en vrai peut-être aussi on y revient, mais peut-être aussi c'est la religion où tu te dis mais en fait on est tous des êtres humains et on fait tous des erreurs et on est tous des gens normaux en fait. Et faut pas qu'on se mette à limite, tu sais, moi il y a un truc moi qui m'avait choqué. C'était à l'époque on fait un truc il y avait un plateau qui s'appelait le One More. C'était une soirée présentée par Louis Dubourg à cette soirée-là, précisément. Et ce soir-là, c'est une soirée de ouf. Il y avait moi, il y avait Panayotis, il y avait Paul de Chavannes, il y avait Ken Kojandi dans la salle, et Ken Kojandi, quand il est venu avec Gad. Donc Gad, il regarde un petit peu le truc et tout. Il y a Roman qui joue, et en fait, Gad, il se chauffe un peu, tu vois. Et quand Panayotis, il monte sur scène, Gad, il dit, mais c'est le gars de Quotidien. Et il est un peu questionné. Et il voit que Panayotis, il marche. Donc c'est avant que Panayotis explose. Hein. C'était il y a longtemps, ouais. Et il voit que Panayotis, il marche. Et en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe. Gad, il dit, comment je fais pour jouer là? Je veux jouer tout de suite. Du coup, il monte sur scène. Et en fait, quand il monte sur scène, il y a une meuf du public premier rang qui tend la main vers sa jambe, en fait, pour essayer de lui toucher genre le tibia ou un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est très grave. Je me suis dit, là, il se passe un truc. Là, on est limite dans de l'adoration, quoi. On est limite, on essaie de le toucher. Pourquoi? Enfin, il y a rien, il va se passer. Est-ce que ta journée va être meilleure parce que t'as touché la jambe de Gad Elmaleh? Enfin, je sais pas. Et en fait, ça, là, j'ai vraiment eu un déclic à ce moment-là. J'ai vraiment eu 30 secondes de purée, j'espère que j'arriverai jamais à ce niveau. Ok. En tout cas, dans le cœur des gens. Je veux bien être aussi fort et faire une aussi grande carrière, mais je veux pas être à ce niveau-là dans le cœur des gens. Je veux pas que les gens ils m'adorent au point d'essayer de me toucher, quoi. C'est dur de dissocier les deux, hein. Au pire, s'ils m'aiment trop, je les insulte. Ok. Non, mais c'est vrai. Bah, disons que... Non, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Mais je viens d'y réfléchir. J'aurais peut-être pas dû dire ça maintenant. Mais non, mais... je sais pas, il y a un juste milieu. Peut-être les faire aimer ton travail et pas les faire aimer ta personne. Peut-être pas se comporter comme un influenceur, je sais pas. Peut-être pas être présent tout le temps, poster des trucs tous les jours, je sais pas, mais... C'est dur à faire, hein. Ouais. Tu vois, de réussir à faire les deux. Ouais, mais moi, je romantise encore la relation artiste-public, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien les gars qui postent pas grand-chose, qui sont là que quand ils ont des trucs à dire. Tu vois, Alpha One, Alpha One, dans un son, il dit, j'écris pas de son quand il y a pas d'inspi, c'est un marathon, pas un sprint. Et ben, je suis 100% d'accord. Ouais. T'es pas là pour produire du contenu en continu. T'es là pour être un artiste. Quand tu sens qu'il y a un truc, envoie un truc et nous, il faut que tu nous le fasses sentir et que tu nous fasses kiffer avec ça, quoi. Moi, j'aime bien le rap, mais les rappeurs, je m'en fous. Ouais. Tu vois. Je suis d'accord. Je crois que c'est le bon truc. Je crois que c'est le juste milieu. C'est hyper malin. Ben, sinon tu peux pas bien travailler. Je dirais, par exemple, je pense que la pire personne pour travailler avec un rappeur, par exemple, c'est quelqu'un qui aime le rap. Ou en tout cas qui aime les rappeurs. Parce qu'il va le mettre sur un piédestal, il va trop le respecter. Et il va lui donner ce qu'il veut. Enfin, c'est nul, quoi. Ouais. Moi, tu veux travailler avec des gens qui te challengent, c'est ça? Ouais. Mais après, nous, les humoristes, personne nous met sur un piédestal. C'est ça qui est bien. Personne si. nous... Non, mais je veux dire, dans le milieu, personne ne nous respecte trop. Oui. Personne personne, comme les chanteurs, c'est autre chose. Oui. Les chanteurs aussi, Oui, il y a un truc groupies. il y a un truc de les chanteurs, souvent on les associe à un moment dans sa vie où ça allait mal, où ça allait bien, où ils ont un impact positif, où ils ont un impact négatif, où on les écoutait en boucle, où il y en a même, ils t'accompagnent tous les jours quand tu vas au boulot, tu les écoutes dans ta voiture. Et du coup, c'est normal qu'ils prennent une place dans ton cœur un peu particulière, tu vois. Intéressant. Encore eux. 0162. Je les déteste. Merwan, où est-ce qu'on peut te voir jouer? Alors là, ça va être le Petit Olympia. Ouais. Et là, le jour... Tu dis le Petit Olympia comme si c'était... Ah, mais c'est simple, moi je C'est voulais... incroyable, moi, il y a une salle dans J'avais l'Olympia. annoncé l'Olympia il y a un an. Oui. Et j'ai dit aux gens, bon écoutez, ce sera pas pour tout de suite, mais pour bientôt, quoi. Ouais. Et ben du coup là, on a contacté l'Olympia et apparemment il y a un couloir de dispo. c'est vraiment ça, en plus c'est vraiment marrant. Mais c'est un couloir qui est magnifique. Ouais, il est Il y super a de la beau. faïence, t'as vu la faïence comme elle est belle? Très incroyable. belle faïence, t'as vu la moquette? Incroyable. On va normalement passer une bête de soirée. Mais C'est quel jour ça? C'est le 2 juin. Ok. Et au moment où je te parle là, on va tout à l'heure la rajouter une session là.
À 21h. Ah ouais, Parce que la première, elle est déjà presque complète. bravo. Ouais, donc ça va être super. Tu fais une tournée un peu ou pas? Comment ça se passe? Ça va être le Merwan World Tour. On va, je sais pas s'il y a des gens qui nous, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent à Montréal. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent en Suisse. Ouais, bien. Et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, en Belgique. Ouais. Et ben, on va dans tout ça. Ok. Ouais. Et, à Montréal, ce sera ZooFest. Donc ce sera rigolo. Trop bien. Et, aussi, je fais le festival de Juste pour Rire. Donc ça va être rigolo à Montréal. Et en France, il y a pas mal de villes. Je crois qu'il y a Bordeaux, il y a, Marseille, il y a Strasbourg. Enfin, ça va être sympa. Ok. Ça va être sympa. Où est-ce qu'on trouve toutes ces dates? Merwan B, MERWANEB sur Instagram, sur Twitter et je suis plus très actif sur Twitter. Ouais. Parce que j'ai peur, mais T'as j'ai raison. peur de tout. Tu sais, non, ils m'ont surpris. Dernièrement, j'avais des vidéos à poster en plus. C'est vraiment pour le coup là, il faut vraiment y aller en mode Bruce Willis pour le coup. Là, Ouais. Bruce Willis, je suis avec toi à 2000%. J'y vais, j'oublie mes peurs et je poste le contenu Promotionnel. voilà, non, des sketchs, même des sketchs, j'ai peur de les poster sur Twitter. Mais en vrai, et finalement, ils ont été ultra bienveillants. Trop bien. Comme quoi? Sur Twitter, hein, twitter.com, le Oui. site. Comme quoi, vraiment, tout arrive, quoi. Vive 2023. Mais j'ai kiffé le moment avec toi, en tout cas. Merci beaucoup, Merwan. C'était génial. Bah ouais, c'est trop bien. Un grand merci. Bah merci à toi. Et puis, je mettrai tous les liens dans les notes, comme ça, les gens, ils pourront découvrir tes Je suis trucs. chaud. Je suis Des chaud. bisous. Bisous à tous. Salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.